Aujourd'hui, je suis enseignant-chercheur à La Rochelle Université et je suis vice-président culture et interdisciplinarité pour l'université. Et j'ai fait d'abord une formation en cinéma dans une école de cinéma en Argentine. Et puis je me suis reconverti à la philosophie, donc j'ai un parcours en philosophie. Et je travaille sur la question des médias. Et avec mes étudiants, on a créé ces festivals il y a maintenant 8 ans. On est à la 7e édition, mais il a fallu préparer la première, donc ça nous a pris un an quand même. Donc ces masters a été créé en 2015 et dès la première année, on avait imaginé un module qui s'intitulait Projet collectif et on a invité les étudiants à imaginer ce qu'ils voulaient faire ensemble. Et ils nous ont proposé ces festivals. Et on a commencé à travailler ensemble avec les étudiants, à les faire rencontrer les partenaires de la ville. Et les premiers partenaires qui a dit Banco, c'était les CMN, rien que ça. Donc les centres des monuments nationaux qui ont la gestion des tours de La Rochelle. Et ils nous ont dit, on vous met à disposition 3 petites salles dans des lieux sympathiques. Et c'est comme ça qu'on a trouvé aussi notre ligne éditoriale qui était de s'appuyer sur les patrimoines de la ville de La Rochelle qui est très riche et de construire une proposition avec de la création contemporaine, très centrée sur la création numérique, et voir comment est-ce qu'on pouvait faire cette alliance entre la création contemporaine et la création ancienne, les patrimoines de la ville, pour d'une part accompagner la création d'aujourd'hui, et d'autre part de permettre aux différents publics de découvrir ou de redécouvrir leur patrimoine. On est aujourd'hui donc à la 7e édition. Notre dernière édition entière a eu lieu en 2019, juste avant la Covid. Et ça se présente comme un parcours dans la ville. Donc cette idée d'investir les patrimoines nous a permis aussi de développer ce deuxième concept, qui est de permettre aussi aux visiteurs de découvrir la ville en même temps qu'ils découvrent le festival. Cette deuxième table ronde aura pour thématique l'enseignement artistique et culturel. On est parti d'une autre dynamique, c'est-à-dire que j'ai demandé à chacun des 3 intervenants de nous présenter un dispositif qu'ils trouvaient pertinent dans ces cadres de la transition culturelle. J'ai dit 2 mots parce que la table précédente a été vraiment très riche en définition et en propositions. Mais je voudrais dire 2 mots à propos de la transition culturelle. Et je voudrais qu'on puisse penser la transition culturelle en ce sens-là. Une transition culturelle. Pas une transition de la culture, une transition culturelle. Je pense qu'on est dans un tournant historique important où, en quelque sorte, les machines sont en train de prendre le dessus sur nos propres modes d'agir et d'interagir. C'est un positionnement personnel, mais on voit comment en très peu de temps, la société a été transformée. Et la temporalité dans laquelle cette transformation a eu lieu, je pense qu'elle n'est pas la temporalité humaine. C'est une temporalité qui a été bien plus rapide et pour laquelle on n'a pas encore un état des lieux. C'est pour ça qu'on propose cette réflexion. Je viens donc des sciences, même si c'est des sciences humaines, on peut les appeler quand même sciences. J'ai fait de la philosophie et j'ai vu comment, à travers l'histoire, l'homme a essayé de créer des concepts. L'histoire de la philosophie, Gilles Deleuze disait, c'est la création des concepts. Donc on a les 2 mots, on a création et on a concept. Les concepts, c'est quelque chose qui permet à l'humain, à l'être humain, d'être rassuré. Un concept, c'est quelque chose qui est fermé. C'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. C'est quelque chose à partir duquel on peut construire. Or, les concepts, ils s'appuient aussi sur une conception du monde qui tient à une forme de représentation. C'était la cosmogonie, c'était la théologie, c'est l'anthropocène aujourd'hui. Et cette transition, moi je la considère comme la destruction, ou je la perçois comme la destruction des concepts, la fin des concepts en tant que tels. Les concepts ne sont plus stables, les concepts désormais vont être en mouvement permanent. Donc imaginez qu'on n'a plus de repères, c'est-à-dire que les concepts ne sont plus là pour nous rassurer, mais ils sont là pour nous inquiéter. C'est un changement de culture bien trop important pour les prendre à la légère.
Donc comment est-ce que nous, on va s'intégrer, comment est-ce que nous, on va interpeller ces positionnements? C'est de ça qu'on va essayer de vous parler aujourd'hui à travers l'éducation artistique et culturelle. Donc on a... Ouf, c'était lourd, pardon. C'est venu un peu comme ça, j'avais noté sur mon téléphone mais j'ai oublié de l'allumer. C'était bien plus léger, c'était genre, voilà, on va passer un bon moment. Mais non, pas du tout. Donc je vais tout de suite passer la parole sans plus tarder à Christine Vidal. J'ai demandé à chacun de se présenter dans le même esprit que Céline l'a fait tout à l'heure, que chacun puisse dire d'où il part. Donc voilà, on commence par Christine. On passera ensuite la parole à Claire à distance et on finira par Emmanuel Maé. Donc Christine. Bon, bonjour à tous, merci Diego pour ton introduction. Je vais essayer d'être très concrète par rapport à cette question de la transition et de ces concepts flous, peut-être flottants. Donc moi je suis co-directrice du BAL. Le BAL est un lieu à Paris qui est une association, donc on est un lieu intermédiaire par rapport à la Gaîté Lyrique ou le lieu unique. Et nous, en fait, au BAL, on s'intéresse aux arts visuels et à la manière dont les arts visuels peuvent s'inscrire résolument dans des questions de société. Donc on pourrait dire, pour résumer, image et société, l'homme parmi les hommes, l'homme dans la cité. Giorgio Agamben, ce philosophe italien, disait « De qui, de quoi sommes-nous les contemporains ?» Et on pourrait rajouter, en tout cas, dans un peu la mission qu'on se donne au BAL, comment les images, comment les artistes visuels peuvent nous permettre de mieux saisir nos enjeux de contemporanéité. Et donc du coup, au BAL, on fait à la fois des expositions, photographie, cinéma, vidéo, nouveaux médias. On produit, on aide des artistes à produire des œuvres, on les accompagne dans la durée parce qu'on croit au temps long et on y reviendra dans pas très longtemps. Et puis également, on a toute une politique d'édition, d'événements, de recherche en associant bien entendu la parole des artistes à celle des chercheurs pour justement envisager les enjeux d'aujourd'hui. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Diego, nous avons réalisé il n'y a pas très longtemps de cela un colloque sur le campus Condorcet sur cette question des images à l'ère des machines. Et qu'est-ce que les algorithmes font aux images, à nos usages, mais également comment ils peuvent influer sur la création et les usages des images. Alors, outre cet axe, on va dire, qui est la partie de l'iceberg très visible au BAL, si vous venez un jour donc au 6 impasse de la Défense, on a une autre action qui fait vraiment partie de l'ADN de notre projet, une action qui ne se voit pas parce qu'elle est hors les murs, elle s'appelle la Fabrique du Regard, c'est plus de la moitié de l'équipe du BAL et plus de la moitié du budget du BAL, on est 17 équivalents temps plein. Et l'idée de la Fabrique du Regard, qui œuvre comme le pôle pédagogique du BAL, c'est justement de travailler chaque année avec 2000 jeunes, une cinquantaine d'artistes visuels, à travailler ensemble, à créer du commun pour justement penser via les images justement le monde d'aujourd'hui. Donc nous faisons, si vous voulez, de l'éducation à et par l'image, en ayant un axe très important pour nous, puisque nous nous situons dans le 18e arrondissement de Paris, donc c'est-à-dire dans le nord de Paris, qui grosso modo, pour être assez schématique, ce sont là où vous avez le plus d'établissements en REP, en réseau d'éducation prioritaire, les quartiers politiques de la ville, et donc nous travaillons à 80% avec justement des jeunes qui, pour X raisons, sont dans des établissements scolaires justement labellisés REP ou habitent dans les quartiers politiques de la ville. Et notre action va au-delà de Paris, puisque nous intervenons en Île-de-France, mais également dans d'autres agglomérations où les quartiers politiques de la ville sont assez importants, que ce soit la région lyonnaise, Vaux-en-Velin, j'imagine que vous vous rappelez ce qu'il en était et ce qu'il en est encore aujourd'hui, ou dans la région de Lille. Donc on a vraiment, si vous voulez, un engagement assez fort dans ce domaine, ce qui ne nous empêche pas également de travailler, par exemple, avec le seul lycée en Île-de-France qui s'occupe de l'option cinéma, donc ça soit du lycée au prépa, Cagnes et Hippocagne. Donc on a, si vous voulez, ces deux aspects-là. Alors moi, concrètement, par rapport à cette question de la transition, dont je voudrais vous parler, c'est la manière dont nous avons conçu une plateforme numérique d'éducation à l'image
qui s'appelle Ercilia, qui aujourd'hui est à environ, pour vous donner un ordre d'idée, 60 000 utilisateurs. Là, on est dans le quantitatif, mais je vais vous expliquer plutôt pourquoi on en est venu là, à un moment qui nous paraissait assez important, et je pense qu'il va peut-être nous donner du grain à moudre par rapport à la première table ronde. Donc nous avons œuvré les premiers projets expérimentaux de la Fabrique du Regard en 2008, donc 2 ans avant l'ouverture physique du lieu en 2010. Et très vite, nous avons justement co-construit des programmes d'éducation à l'image hors les murs, avec des enseignants, avec des chefs d'établissement, avec des coordinateurs politiques de la ville, bref, avec un maillage territorial assez important, avec le fait, et bien entendu, que le BAL n'était et n'est toujours qu'un lieu ressource, on n'est pas un service des médiations, on n'est pas un service des publics à la Fabrique du Regard. Il y a vraiment l'idée justement de se déplacer, et le public va se déplacer en venant certes au BAL, en allant dans des salles de cinéma, en travaillant avec des professionnels au Centre Pompidou ou dans d'autres structures. Donc il y a vraiment cette idée que le déplacement physique est aussi un déplacement mental, et le fait également d'être confronté en tant que jeune à des paroles, à des savoir-faire différents, non pas pour recevoir cette parole, mais pour faire avec. Et le déplacement, faire avec, c'est une façon de se déplacer, et c'est une façon justement de s'ouvrir à d'autres types d'habitudes, puisque les jeunes comme nous tous, on aime ce qu'on connaît déjà, et là l'idée c'est justement de faire un pas de côté et de se dire tiens, ce type d'image, etc., je ne la connais pas, tiens, je ne m'intéressais pas jusqu'à présent à des questions politiques ou géopolitiques, tiens, tout d'un coup, grâce à telle et telle pratique, je vais m'y intéresser. Et donc en 2013, la plateforme Ercilia date de 2016. En 2013, on s'est posé des questions justement comment on pouvait faire plus, parce que nos programmes d'éducation à l'image étaient très publicités, et on en est venu à un moment donné à se dire mais est-ce qu'on doit répondre aux demandes, donc massifier nos propositions, ou au contraire se dire non, on reste comme on le fait, et on va au contraire essayer plus d'expérimenter. Donc bien entendu au BAL, comme on est une petite structure, nous pourquoi on travaille dans ce cadre-là, c'est justement pour innover, pour expérimenter, pour se tromper, pour changer, pour modifier et bâtir brique par brique justement des éléments qui vont justement, on l'espère en tout cas, avoir un impact assez important chez les jeunes, notamment en ce qui concerne Ercilia. Donc la plateforme Ercilia, si vous voulez, en 2013, on l'a pensée en se disant qu'on voulait adapter ce qu'on faisait sur le terrain de manière assez expérimentale, immersive avec les jeunes, comment on pouvait adapter ces pratiques dans le cadre justement d'un outil numérique qui n'avait pas une finalité précise, mais au contraire vraiment de le penser comme outil. Et donc on a travaillé pendant 3 ans avec un lycée professionnel, avec des jeunes qui étaient finalement dans des voies de garage, qui ne savaient pas vraiment pourquoi ils étaient là. Et ensemble, on a expérimenté avec des artistes, avec des professionnels justement de l'ergonomie et du numérique, cette plateforme qui a connu une phase prototypale. Cette phase prototypale s'est trouvée que les jeunes étaient trop déboussolés par rapport à leur pratique. À l'époque, le streaming commençait à se développer, etc. Et on s'est dit non, on est parti trop loin, il faut qu'on revienne. On se rapproche finalement de l'usage numérique des jeunes pour pouvoir bâtir une plateforme pour eux. Donc Ercilia, c'est 3 ans, on va dire, de travail avec toute une communauté, avec justement des évaluations, des retours des jeunes sur la manière dont ils pouvaient naviguer. Et donc on pourrait dire qu'encore aujourd'hui, cet outil numérique dépend d'un comité éditorial qui sont finalement scientifiques, qui sont les jeunes, et la manière dont ces jeunes, avec les enseignants, voire d'autres professionnels, utilisent cette plateforme. Alors, cette plateforme, elle est arrivée aussi à un moment donné qui était important, parce que je pense que le contexte a un petit peu changé. C'est-à-dire qu'en 2013, l'école commençait à s'ouvrir au numérique, à se poser des questions à ce sujet-là, qu'il y avait une conjoncture finalement intéressante, où le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, en était à leur prémisse à ce point de vue. Et donc nous, on s'est engouffrés, on va dire, dans la brèche pour faire un outil assez expérimental qui a mis du temps justement à se développer et qui continue à se développer. Au niveau des publics, on était parti sur le fait de travailler uniquement avec des lycéens et des enseignants, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que finalement, on a eu très rapidement
finalement un retour d'autres publics avec lesquels on ne travaillait pas, que ce soit les éducateurs, que ce soit les bibliothécaires, que ce soit effectivement des acteurs du champ social. Et aujourd'hui, grâce justement à cet outil, on a complètement modifié également nos actions pédagogiques en s'ouvrant justement à d'autres territoires, à d'autres acteurs du champ social. Et ça, c'est intéressant en tout cas de voir comment un outil pensé au début pour un public peut, de par la forme qu'il propose, toucher finalement un autre public, voire modifier nos propres pratiques. Alors peut-être pour pas, parce qu'il faut que je laisse la place aux collègues, vous dire que pour nous il y avait 3 éléments qui me semblent assez importants. C'est-à-dire qu'au moment où on a créé Ercilia, il ne s'agissait pas de se dire on crée un outil juste parce que c'est du numérique et parce qu'il faut être dans le numérique. Nous, on s'est dit, au contraire, comment on va essayer de respecter cette maïotique qu'on a sur le terrain avec les jeunes. Et donc, on a eu 3 parties fortes qui sont toujours assez forts dans la plateforme. Un, c'était de lutter, parce que je crois que le numérique, c'est quand même beaucoup ça, c'est lutter contre le pré-marché et le prêt à penser. C'est-à-dire qu'on a voulu créer un outil où l'utilisateur doit se lancer dans le vide. C'est-à-dire qu'il doit un peu perdre ses repères, il doit un peu perdre ses idées reçues sur le numérique, la fonction recherchée. On est tenu par la main, on nous dit qu'on doit faire un atelier, on a 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, etc. Bon, bref, on pense à notre place. Nous, au contraire, on a souhaité travailler sur une plateforme horizontale. Les jeunes, comme les enseignants, chefs de réseau et maintenant les éducateurs, etc., ont les mêmes droits, ont accès au même contenu, et ça c'est super intéressant parce qu'en étant suivi par des sociologues pendant plusieurs années, on s'est rendu compte qu'en autorisant tous les utilisateurs à avoir accès au même contenu, des jeunes qui jusqu'à présent ne s'autorisaient pas soit à lire des textes assez scientifiques ou d'un niveau très exigeant, au contraire, tout d'un coup, devenaient curieux et se permettait d'aller très loin dans les profondeurs granulaires justement que proposait la plateforme. Là où certains contenus, on les avait pensés plutôt pour des profs plus, très curieux, etc., des jeunes justement, allaient fouiller dans les tréfonds, enfin, on va dire, de la granularité. Et puis d'autre part, il y a toujours l'idée que le spectateur, enfin non pas le spectateur, pardon, lapsus, utilisateur, fait son propre cheminement, c'est-à-dire selon sa curiosité, selon le temps qui qu'il s'impose, va avoir un parcours complètement différent. Et on pourrait faire l'expérience tous ensemble de regarder Ercilia, et je pense qu'on aura chacun une expérience différente. Et on s'aperçoit qu'au niveau du temps passé sur Ercilia, on est en moyenne à 10 minutes, ce qui est quand même pas mal pour un outil numérique. Donc cette granularité, le fait de chacun fait un parcours différent, et le fait également de pouvoir dans cet outil créer une communauté, c'est-à-dire travailler ensemble, co-construire du contenu et essayer justement là aussi d'inverser les rôles. Donc je sais qu'aujourd'hui beaucoup d'enseignants travaillent en classe inversée, voire certains enseignants justement qui étaient frileux avant la crise sanitaire donner un peu l'ordinateur et Ercilia aux jeunes pour que les jeunes aussi apprennent aux adultes. On sait qu'avec la crise maintenant, cet écart qu'on observait encore en 2019, on l'a rattrapé puisque maintenant tout le monde s'y est mis plus ou moins, et en tout cas dans l'éducation nationale, beaucoup d'enseignants maintenant ont moins de frilosité de ce point de vue-là. Et puis d'autre part, ce qui est important, c'est que dans cette plateforme, il s'agit justement de proposer des images, des textes assez fournis, assez pointus, de telle sorte à ce que l'utilisateur puisse faire ses propres liens, ses propres rebonds. Et cette capacité du rebond, cette capacité justement de structurer sa pensée en étant capable de faire des liens entre des champs de la connaissance et des idées, c'est vraiment, si vous voulez, la mission que s'est donnée Ercilia. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéresseraient au nom d'Ercilia, parce que je pense que ça va aussi t'intéresser, Ercilia, c'est Italo Calvino qui invente ce nom dans Les Villes Invisibles, où il invente cinq villes, et Ercilia, c'est la ville où les habitants
pour se témoigner de liens, de collaboration, de délégation, d'amitié, etc., vont tisser différents types de fils entre les maisons de différentes couleurs. Et une fois que la toile arachnéenne est tellement importante et la ville est tellement fournie de ces liens, les habitants décident de plier les maisons, de prendre de la hauteur pour voir l'ouvrage collectif qu'ils ont pu réaliser ensemble. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, cette plateforme a plusieurs années, bien entendu, elle évolue toujours à partir du terrain. Le fait qu'on a une sorte de laboratoire où 300 jeunes travaillent sur la région parisienne, lilloise ou Lyon sur cette plateforme nous permet justement de voir comment on peut l'augmenter, comment justement ils l'utilisent de façon petit à petit aussi à suivre les évolutions des comportements, en sachant bien entendu que pour nous cet outil, ce n'est pas de répondre à une demande, c'est aussi voir comment les uns et les autres l'utilisent pour justement, là aussi, leur permettre de ne pas être des consommateurs. Parce que je crois que justement, tu en parlais, Anne, l'audience et le public, c'est quelque chose d'assez différent. Et on doit, si on utilise le numérique, il me semble justement, non pas forcément transformer et bouleverser les choses, mais peut-être désaccélérer le regard et la pensée. Parce qu'effectivement, on pourra peut-être arriver à avoir une place dans notre monde si on est capable justement de penser, de réfléchir, ce qui demande justement du temps. La pensée, c'est du temps, c'est aussi de l'échange, et on essaie via cet outil justement d'aller dans ce sens-là. Je ne dis pas que tout est simple, on aura l'occasion d'y revenir, et peut-être je pourrais développer tout à l'heure justement sur la question des enseignements, mais aussi des freins à ce type justement d'expérimentation, d'innovation. Maraka. Merci, on va revenir de toute façon. Merci beaucoup Christine. J'ai déjà plein de questions, mais je pense qu'on va garder la même dynamique que la table précédente. On va concentrer les questions vers la fin, mais déjà je te préannonce, peut-être ça va nous servir. Donc la question de la donnée, c'est quelque chose qui est apparu lors de la première table. Je voudrais bien qu'on revienne sur la plateforme Ersilia. Quel type de données, comment on les gère, quel type d'usage. Et on reviendra plus tard. On va laisser la parole à Claire. Claire, est-ce que tu nous entends? Et tu reviens. Je vous entends, vous m'entendez? Oui, très bien, on t'entend. Oui, très bien. Alors, je vais me présenter d'abord. Donc, je m'appelle Claire Couffy, je travaille au Centre Georges Pompidou comme chef de projet en direction de l'enseignement supérieur. J'ai commencé par les tout petits et puis au fur et à mesure, je suis passée à plus grand, encore plus grand et encore plus grand. Donc, je suis arrivée au centre sur ce terrain-là. Et en 2016, on m'a fait une demande de ma direction, qui est la direction des publics, qui après une étude s'est rendu compte que les jeunes chercheurs, les jeunes scientifiques ne venaient pas forcément dans nos collections. Aussi, l'idée était donc de pouvoir attirer ce jeune public des sciences, du monde des sciences, au Centre Pompidou et voir comment on pouvait le faire. Du coup, on a réfléchi et on s'est dit qu'on allait plutôt être dans un axe de collaboration avec un établissement d'enseignement supérieur plutôt que d'être dans des propositions hors sol. Donc cet axe de collaboration a donné lieu à un programme dont l'objectif est, qui s'appelle donc Campus Art Sciences, dont l'objectif était de décloisonner les univers scientifiques, artistiques et culturelle et de proposer une réflexion globale des arts-sciences entre création, transmission, médiation. Donc là, la rosace reprend, qui est présentée ici, reprend les différents actes que nous avons mis en place pour ce programme. L'idée était de travailler en réelle collaboration aussi bien avec des chercheurs. Donc sur la première édition, nous avions travaillé avec un LABEX qui s'appelait Place à part. Donc des chercheurs comme André Acherdi, qui est astrophysicien, a travaillé en collaboration avec des artistes, Dany Rose, pour mettre en place donc le programme qui s'adresse donc à différentes cibles publiques, dont
la première essentielle pour le Centre Pompidou était donc ces fameux étudiants. Donc nous avons inclus également dans la collaboration de la création de ce programme des doctorants pour pouvoir leur donner la possibilité de s'adresser à leurs pairs. Parce que l'objectif n'est pas de venir en disant voilà on a des super collections, mais également d'entraîner tout le monde à cette collaboration. Et donc voilà, donc ça a été une des premières, un des premiers axes, si je puis dire. L'objectif était donc de pouvoir sensibiliser aussi bien les étudiants, mais également que le public scolaire, puisque là on parle de programmes, donc en fonction des objectifs, on décline ces objectifs en fonction des cibles, puisque, vous le savez tous, l'enseignement supérieur, bien évidemment, s'adresse aux étudiants, à la recherche, mais également a pour objectif de s'adresser au monde scolaire pour présenter donc ces formations initiales pour que les collégiens, lycéens puissent trouver leur voie. Donc nous avons également cherché à sensibiliser à ce niveau-là. Et puis, bien évidemment, il y a l'axe de transmission. Nous, au Centre Pompidou, nous ne sommes pas dans la formation initiale, quoique depuis quelques années, nous rentrons de plus en plus dans les plaquettes de certaines grandes écoles et universités. Et ça, grâce justement, entre autres, à l'émergence de ce programme Campus Arts et Sciences et à cette édition-là. Nous avons travaillé sur l'axe de transmission, la transmission bien évidemment transversale. Donc qu'est-ce que la pédagogie transversale? Et pour ce faire, on a touché les enseignants stagiaires en chimie et en physique qui sont venus faire un stage chez nous, et également les enseignants en poste, où on réunissait aussi bien des professeurs d'art plastique que des professeurs de physique-chimie. Et nous avons conclu ce programme qui s'est déplié tout au long d'une année par un temps fort chez nous au Centre Pompidou de 2 journées où tout le monde pouvait se rencontrer. Donc le premier acte concerne les scolaires, et donc je vais vous en parler un peu plus. Il s'agissait donc de mettre en place un parcours croisé arts-sciences, où on avait fait un partenariat aussi bien avec l'Observatoire de Meudon que l'Université Pierre et Marie Curie et nous-mêmes, où nous avons présenté donc des visites aussi bien de laboratoire que de l'espace à Meudon que chez nous. Et en fait, c'est là où je rejoins effectivement Christine concernant le déplacement. Il est essentiel de pouvoir amener les jeunes à être dans le mouvement également du corps pour pouvoir appréhender certaines choses. Et donc le fait d'aller d'un endroit à l'autre et de voir que les jonctions sont possibles amène également l'esprit à comprendre que c'est pas parce qu'on est cloisonné dans un endroit qu'on ne peut pas s'ouvrir aussi à autre chose. Et c'est en ça où les parcours croisés étaient assez intéressants. On a réussi à cibler plus d'une dizaine de classes sur ces parcours. Suite à ça, donc, ils ont fait 3 déplacements au total. Nous avons mis, donc, comme je vous le disais, des ateliers d'enseignement et de transmission sur qu'est-ce que l'art et la science et comment l'enseigner. Et nous avons mis l'acte 3 en place une micro-résidence d'artistes et de scientifiques. L'objectif ici n'était pas tant de produire une œuvre, mais plutôt de faire rencontrer les chercheurs sur leur méthode de travail, ainsi que les artistes sur leur méthode de travail. Donc, ils se sont réunis à la station de radioastronomie à Nancy pendant 3 jours, où chercheurs et scientifiques ont plus échangé sur des modalités, qu'est-ce que la recherche en sciences et qu'est-ce que la recherche en art. Le 4e acte s'adressait donc aux étudiants, où le collectif d'Annie Rose et l'astrophysicien Andrea Cherdy ont mis en place un workshop qui s'appelait donc Au cœur de la matière ionisée. Donc nous nous sommes déplacés au sein des différentes à l'université, mais sur deux plateaux universitaires,
à Jussieu pour pouvoir mettre en place ce workshop. Et c'est vrai qu'on a réussi à toucher énormément de jeunes étudiants qui, jusqu'à présent, n'allaient pas dans les musées et qui, le jour du fameux grand rendez-vous au Centre Pompidou, sont venus chez nous. Donc ça a été le grand succès à ce niveau-là. C'est que justement tous ces jeunes qui on a réussi à attirer à un moment donné ont pu revenir chez nous. Après, lors de cette grande journée, enfin ces 2 grandes journées, donc le campus Arts et Sciences des Plasmas au Centre Pompidou qui s'était déroulé au mois d'avril, et où on leur a proposé donc des conférences, des débats, mais également la présentation du travail de recherche des chercheurs et des artistes. Il y avait également des ateliers en famille et l'installation des workshops, des parcours et également des parcours musicaux, pas que des parcours dans les collections. Nous avons réussi, grâce à ce programme, à toucher plus de 5000 personnes à peu près. Donc on était assez contents et du coup on en a fait une autre édition qui a suivi 2 ans après, et tous les 2 ans nous faisons à peu près ce travail-là pour pouvoir élargir donc les publics. Mais ce qui est intéressant ici dans le cadre d'une éducation artistique et culturelle, c'est qu'on part du monde universitaire pour pouvoir relier également jusqu'au monde des scolaires et de pouvoir partir d'un grand thème et de l'amener au fur et à mesure sur différents objectifs en fonction des différentes cibles. Et ce qui permet également, le cas échéant, de pouvoir amener tous ces publics à se rencontrer. Voilà, c'était un peu l'objectif. Est-ce que vous avez des questions sur... On fera les questions vers la fin, Claire. Merci. Et tu m'entends? Oui. Et, non, moi j'aurais une question, mais qu'on va revenir plus tard. C'est pour que tu commences peut-être c'est intéressant dans la présentation que tu nous as fait et par rapport aussi à la présentation de Christine. Et aussi parce qu'on a discuté avant aujourd'hui des choses que tu m'as expliquées par téléphone. Ça m'intéresserait aussi que tu nous racontes un peu la place de l'institution. C'est-à-dire que là, on est sur une très grosse structure. Et comment une structure de cette taille s'adapte à cette accélération du temps, où il faut être réactif, où il faut... inventer presque tous les jours. Et voilà, comment est-ce qu'on peut suivre en étant aussi grand? Mais on reviendra après, je te la laisse comme question pour préparer. Et je vais donner donc la parole à Emmanuel et Maë. Merci Claire. Ouais, tu as 10 minutes, Claire, pour réfléchir. Donc, merci beaucoup, Diego, pour l'invitation. Donc, pour ma part, moi, je suis chercheur aussi en sciences de l'information et de la communication. Donc, parmi les sciences humaines, c'est les sciences les plus molles, les plus souples, en l'occurrence. Et j'avais, en fait, j'ai fait un doctorat dont le sujet, c'était en 2004, ça commence à dater, était la question de la création artistique comme anticipation, en fait, des usages sociaux des techniques. Donc la capacité en fait d'anticipation des artistes et des designers, ça on le sait tous, les designers exploratoires et notamment les artistes ont une capacité en effet d'anticipation, pas seulement d'accompagner les transitions, mais aussi en fait d'anticiper peut-être des ruptures, ça peut être un point de débat. Et j'avais réalisé cette thèse, je vous le signale parce que ça a du sens par rapport aux institutions, dans le domaine de l'enseignement supérieur, les thèses de doctorat ne se font pas uniquement à l'université, toujours en lien avec l'université bien sûr, mais aussi parfois dans des entreprises. Et en fait, j'avais réalisé cette recherche dans un centre de recherche et développement à l'époque qui s'appelait France Télécom, les laboratoires de France Télécom qui s'appellent aujourd'hui Orange. Et donc en fait, il y avait cette question artistique, culturelle au sein d'un centre de recherche industriel et ça me semblait peut-être intéressant aussi de le mentionner. On peut passer à la slide juste après. Donc j'ai une fonction aujourd'hui de directeur de la recherche de l'ENSAD. Alors l'ENSAD c'est l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris, dit
Les arts déco, alors ce qui peut être intéressant sur les questions de transition, il y a la question en fait quasiment spatiale aussi, comment déplacer les gens d'un point de vue thématique mais aussi parfois géographique. Mais la question temporelle est aussi intéressante. Je ne vais pas vous faire l'histoire des arts déco, mais simplement pour vous signaler qu'en 1766, je suis sûr, je vais venir très vite, en 1766 a été créée donc, cette école qui s'appelait sous Louis XV, qui s'appelait l'École royale gratuite de dessin et de mathématiques. Et en fait, dès l'origine, la formation notamment des artistes avait un lien très fort avec les sciences, les mathématiques en l'occurrence, et un lien aussi très fort avec la technique. Donc c'est en quelque sorte, j'aime pas trop le terme d'ADN, mais c'est le socle, j'allais dire presque l'identité de cette école. C'est un rapport à la technique qui est à la fois un rapport ancien, c'est-à-dire en fait dans nos ateliers techniques on a 800 étudiants, donc on forme des artistes et des designers, et dans nos ateliers techniques en fait on a des systèmes de gravure ou des métiers à tisser qui en fait datent, qui mobilisent des savoir-faire et des techniques qui sont très anciennes, mais qui sont très intégrés en fait à des problématiques et des technologies contemporaines, et donc la relation, le tissage presque entre ces anciennes façons de faire et donc de concevoir avec ces nouvelles façons de faire, de concevoir en fait ne sont pas opposés et s'hybrident de manière assez forte. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le développement des usages et des technologies aujourd'hui, on voit une forme de résurgence d'anciens modèles de pensée qui datent parfois du Moyen-Âge et qui se réincarnent en fait dans notre société numérique et société de contrôle. Alors, je réagis juste sur ce que tu disais par rapport à Gilles Deleuze. Tu m'as vu venir en parlant de société de contrôle. Ce que je trouve intéressant dans l'approche que tu évoquais, bien sûr, ça l'est intéressant, Diego, c'est le fait de dire que les philosophes créent des concepts, mais dans sa fameuse conférence qu'il avait donnée à l'époque à l'IDEC à la fin des années 80, je crois, il précisait aussi que les scientifiques créent des fonctions, donc c'est un peu l'équivalent des concepts dans le domaine des sciences, on peut discuter sur le terme bien sûr, mais il ajoutait aussi que les artistes créent non pas des perceptions, mais des percepts. Et donc percept, fonction, concept, en fait ce sont des créations, des manières non seulement de créer de nouvelles formes de pensée, mais aussi des relations nouvelles entre nous et la réalité, et que ces trois formes de création, ce sont bien des créations, sont en résonance les unes avec les autres, et c'est un peu dans cet esprit que nous avons mis en place le laboratoire des arts déco. Je vais vous le présenter de manière très rapide, qui existe depuis 2007. Donc à l'époque, parmi les écoles d'art et de design, c'était un peu en avance de phase, pour reprendre un terme. J'ai encore le vocabulaire d'Orange des années 2000 en termes d'anticipation, donc on était en avance de phase, et donc c'est intéressant par rapport à la transition en l'occurrence. Et donc on a dans ce laboratoire de recherche la particularité notamment d'avoir beaucoup de doctorants. Alors quand on parle de doctorants dans notre laboratoire, ce sont des doctorants artistes et designers, bien entendu, ça paraît logique. Ce sont des doctorats, des vrais doctorats, j'allais dire, comme ceux qu'on peut développer à l'université, mais ce sont des doctorats qui sont basés vraiment sur la pratique. C'est-à-dire qu'en fait, l'expérimentation, le prototypage, la pratique de création, mais aussi la pratique technique et parfois la pratique aussi scientifique, sont au centre des recherches de ces thèses. Je prendrai deux exemples tout à l'heure. Et nous avons mis en place aussi de manière un peu plus récente ce qu'on appelle des pré-docs. Ça fait un peu Philippe Cadic, mais en fait c'est pour les préparer au doctorat, parce que beaucoup d'artistes et de designers, même si ce sont des doctorats qui sont faits en quelque sorte sur mesure pour les artistes et les designers, ont quand même en fait à apprendre en termes de méthodologie et à entrer dans un dispositif qui est un dispositif académique, parce que préparer une thèse, c'est un dispositif académique. Mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? C'est qu'à mon avis, ça change, enfin, on peut faire de l'innovation aussi institutionnelle, et donc on a mis en place ce doctorat qui s'appelle Sciences, Art, Création, Recherche, non seulement pour faciliter les liens et les relations entre artistes et scientifiques, et puis artistes, designers et théoriciens, mais aussi pour leur proposer en fait un type de développement de pensée, encore une fois, basé sur la pratique. Donc la question théorique, elle est bien entendu importante en termes de problématisation. Il y a de l'écriture, ça reste une thèse, mais la pratique reste quand même tout à fait centrale, et d'ailleurs se développe lors de la soutenance de thèse. Il y a des soutenances de thèse, pour le coup, par une théoricienne, Marceline Delbecq, qui s'est passée au BAL assez récemment. Et bien dans les soutenances de thèse,
nous, on a à cœur de mettre en place soit une exposition, ou soit en fait rendre compte de cette pratique et intégrer cette exposition, ou ce concert, ou cette pièce de théâtre, dans le processus même de soutenance de thèse. Donc voilà, c'est de l'innovation institutionnelle qui reste quand même très limitée, mais ça nous permet aussi, et j'allais dire surtout, de revendiquer à la fois la pratique comme étant un outil de pensée, mais aussi de mettre au centre de nos préoccupations des rapports au public différents. Et on en discutait tout à l'heure, et tu l'évoquais à l'instant, le fait de créer de nouveaux liens avec un type de public qui a priori ne viendrait jamais à une soutenance de thèse, et bien par la médiation et par la transmission aussi artistique, et par la forme et la question des formats artistiques, eh bien on se retrouve, et d'ailleurs on est un peu étonné parfois, avec, je pense à Jeanne Visserial qui était une designeuse, on a dû refuser du monde, il y avait plus de 200 personnes à venir assister à une soutenance de thèse. Tout simplement parce qu'il y a un intérêt sur le sujet, en lien avec le numérique et souvent avec la transition écologique, mais aussi tout simplement parce que le format de soutenance de thèse a été pensé dans ce sens-là. Alors juste, on va prochaine diapo, je ne sais pas où la personne qui pilote, voilà. C'est la pensée. Ouais, voilà, je ne vais pas aller détailler, simplement pour vous donner une idée, on a 5 groupes de recherche, alors nos doctorants font partie de ces groupes de recherche, par exemple celui-ci qui est piloté par un designer sur les questions en fait de symbiose entre humain et environnement, et les thématiques sont très larges, hein, puisqu'on va parler d'habitat, de santé, de bien-être, d'artisanat, d'industrie, d'éducation, de travail, de mobilité, c'est-à-dire qu'en fait on est très multidisciplinaire et on a des sujets en fait qui sont assez vastes. Diapo suivante. Un autre groupe de recherche, Reflective Interaction, qui est piloté par un artiste que vous connaissez peut-être, Samuel Bianchini, qui est beaucoup plus centré sur ce qu'on appelait autrefois les arts numériques. Alors on pourrait discuter des arts numériques parce que le numérique est partout, donc on pourrait qualifier tous les arts de numérique, mais en l'occurrence, le terme d'art numérique ici qui était utilisé mais qu'on n'utilise plus, on peut continuer néanmoins à l'utiliser puisqu'en fait ils prennent pour objet et sujet de recherche la technologie elle-même. Donc en fait on pourrait avoir 2 grandes catégories de création. Il y a une catégorie de création en fait d'artistes qui se saisissent des outils numériques pour leur création, mais sans pour autant les interroger. Donc ici en fait c'est un objet et un sujet de discussion en soi, et notamment sur les questions par exemple de robotique, de nouveaux matériaux, etc., etc. Diapo suivante, vous voyez je vais un peu vite, j'espère que vous suivez sur le rythme. Un autre groupe de recherche, c'est pour vous donner un peu une cartographie rapide, piloté par 2 designers, qui s'appelle Soft Matters, et Soft Matters du coup en fait travaille sur les matériaux, beaucoup en lien avec les écoles d'ingénieurs. Quand on parle aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les matériaux réactifs, voire interactifs, et bien en fait on pense évidemment au numérique, mais de plus en plus en fait dans les écoles, notamment les laboratoires en chimie ou en biologie, en fait on a des matériaux réactifs sans informatique pour autant, et donc c'est un des sujets de thèse bien sûr, mais de recherche aussi de ce groupe de recherche. 4e groupe de recherche, là pareil je l'évoque très rapidement, c'est un groupe de recherche qui existe depuis longtemps sur les questions de réalité virtuelle. Et notamment, on travaille sur un dispositif de mise de data visualisation en fait en réalité virtuelle que je pourrais peut-être expliciter tout à l'heure s'il y a des questions. Et le 5e groupe de recherche, enfin, sur les questions de forme du mouvement. Alors c'est plutôt un séminaire de recherche qui vient du cinéma d'animation. Et l'objectif en fait de ce groupe de recherche, c'est de faire une cartographie des différentes conceptualisations et des pratiques du mouvement, que ce soit aussi bien dans le domaine du cinéma, mais aussi bien dans le domaine plus large de l'art ou du théâtre. Et je finirai par une dernière diapo, qui est une diapo horrible, parce qu'en fait ça représente, je ne suis pas designer graphique, vous pouvez le voir. Alors, ce que je voulais simplement vous montrer, on travaille beaucoup, voilà, mais ce que je voulais surtout vous dire en fait, c'est que nous on a une responsabilité en tant qu'école, on forme des artistes et des designers qui peuvent devenir des docteurs. Et en général, quand on pense au doctorat, on pense bien entendu à l'enseignement supérieur. C'est une voie tout à fait, évidemment, tout à fait importante. Mais quand on regarde dans les autres pays, la question du doctorat, et notamment le doctorat par la pratique, en fait, le doctorat instaure aussi des relations avec d'autres secteurs d'activité. Et donc, on a plusieurs écosystèmes, et notamment avec des écosystèmes, bien sûr, des consortiums académiques, bien sûr aussi le monde de la culture, mais aussi, j'allais dire, les mondes de l'entreprise. C'est-à-dire qu'un designer, mais même un artiste, qui a pu faire une recherche sur un sujet spécifique et qui devient expert d'un sujet, mais qui devient aussi expert, j'allais dire, en management de projets complexes, eh bien, va pouvoir postuler à des postes, que ce soit dans les entreprises, mais aussi dans les institutions publiques. Je finirai par
cet exemple, on a un designer qui a soutenu sa thèse en tant que designer, et donc il est devenu docteur, et aujourd'hui il est en charge de la data visualisation à l'ONU à New York des flux migratoires. Et en fait, il a été embauché parce qu'en fait c'est un designer spécialisé sur la data visualisation, mais aussi parce qu'il a un doctorat en poste, et aux États-Unis, mais c'est le cas en Chine et c'est partout le cas en fait dans le monde de plus en plus, on demande un doctorat. Donc c'est une façon aussi d'entrer dans des organisations, publiques ou privées, pas seulement à une place qui est parfois assez mineure pour les artistes et les designers, mais en amont du processus de décision. Et je pense aussi aux activités industrielles. Les designers doivent non seulement bien sûr s'occuper du packaging et de la question de la forme et j'allais dire de la création d'outils qui peuvent être beaux, mais ils doivent être en amont du processus d'innovation. Et donc ça, c'est de notre responsabilité aussi à construire ces différents écosystèmes pour qu'on puisse créer des filières professionnelles différentes. Et on peut sauter une slide, aller vraiment à une dernière slide. Voilà, merci beaucoup. Celle-ci, où c'est un exemple d'une de nos docteurs, elle est designer docteur. Alors même moi j'ai du mal à le dire, vous voyez, parce que ça paraît bizarre, mais elle est docteur, Jeanne Vissarial, vous pouvez googliser. Eh bien Jeanne, en fait, elle crée des collections de vêtements. Elle est dans le domaine du design textile, donc elle a une approche vraiment par la création. Elle était à la Villa Médicis juste après le doctorat, et par la création et par son sujet de thèse qui concernait en fait, qui questionnait et critiquait en fait l'industrie textile, qui est quand même l'industrie la plus polluante au monde. Et bien en fait, elle a créé un instrument de tricotissage pour répondre à la fois à sa création et à la problématique de la transition écologique. On a déposé un brevet avec elle dans notre université. Donc, ce qui veut dire que nos jeunes chercheurs continuent à créer, bien sûr, ce sont des créateurs, mais par la création, en fait, vont produire des connaissances techniques ou des connaissances théoriques. Voilà, j'ai peut-être dépassé les... C'était très passionnant, donc je te remercie. Et donc pareil, je vais te poser une question, parce que tu as laissé le temps de répondre. Et la carte de la campagne de Napoléon, ça m'a un peu interpellé. Non, c'était pas ça, non, c'est son nom. Et effectivement, les doctorats en recherche-création ouvrent de nouvelles champs d'application. Et il y a toujours cette question, c'est toute, presque, c'est procès d'attention. Est-ce qu'on peut être sur tous les fronts en même temps? Est-ce qu'on peut être designer, ingénieur, agronome, biochimicien, etc. etc. Voilà. Comment est-ce qu'on se place par rapport à ça? Et quelle place les collectifs ont dans cette construction aussi? Ouais. Voilà. Donc, vous aurez 1 minute chacune pour répondre à cette question, parce que je voudrais aussi donner le temps à des interactions. Je sais que vous avez des questions pour vous aussi, donc voilà, que ça soit plutôt rapide. Donc la place de la donnée pour toi, je voudrais bien savoir, est-ce que Ercilia récupère de la donnée? Quel type de données? Comment est-ce qu'on l'utilise? Est-ce que c'est une question pour vous ou pas? Oui, c'est une question parce qu'en fait, ce qui est important de dire aussi quand même sur cette transition numérique, c'est que nous, on est un lieu culturel de pensée et on n'est pas du tout des professionnels spécialisés du numérique. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, pour concevoir cet outil, on a fait appel à des experts, non pas pour les écouter et dire « Ok, on y va avec vous », mais aussi pour penser nous-mêmes nos propres pratiques, nos propres contenus et de voir comment ces experts pourront nous aider sur la ligne éditoriale qu'on souhaitait. Donc ça, je trouve que c'est important parce que dans le numérique, si on n'est pas quelqu'un qui code, on est un peu, c'est comme pour quand on est une voiture en panne, si on n'est pas garagiste, on est obligé de croire le garagiste. Là, nous, on a mis du temps pour trouver les bons interlocuteurs et pour se dire, ok, ils nous proposent ça, mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Donc voilà, donc ça a été très long. J'imagine que certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans les mêmes considérations, très long pour trouver les bons interlocuteurs. Donc voilà, donc on s'est aussi formé, on s'est aussi formé, même si ça reste, et on le sait bien, il me semble dans le numérique, alors peut-être je vais me faire des ennemis, mais c'est un peu le Far West quand même. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui savent et puis ceux qui ne savent pas, et on est obligé un peu de croire ceux qui savent. Donc bon, ça pose des questions, mais voilà, et même si on parle du numérique, d'Internet, on n'en est pas encore à la Rolls, quoi. On en est encore à la mobilette, quoi. Il y a beaucoup d'effets de bord, dès qu'on veut faire quelque chose, c'est encore une technologie, on est suspendu à ça, et pour autant, il y a encore pas mal d'effets de bord et pas mal de problèmes et de bugs. Donc il faut aussi, je pense, un peu, voilà, redescendre d'un certain cran de piédestal ou de fascination pour ces techniques, on va dire.
Et pour te répondre sur la donnée, nous, en fait, on fait partie très tôt, en fait, parce qu'on était du côté expérimental qui intéressait le ministère de l'Éducation nationale, et notamment la DNE, qui est la direction du numérique pour l'éducation. On fait partie de leur offre qui s'appelle EduTech, qui va changer en Lumni, mais également on va très rapidement là être présenté, Ercilia, dans les environnements numériques de travail, donc c'est-à-dire les collèges, les lycées qui ont accès aux ENT vont pouvoir accéder à Ercilia, et donc du coup on est très lié à tous les RGPD précisément évolutifs, enfin je ne sais pas comment on dit ça, mais en tout cas, nous, nos données sont très minima, c'est-à-dire que tous les 6 mois, les données s'effacent, et d'autre part, on ne sait pas, justement, l'utilisateur est très protégé, et d'ailleurs, on travaille avec un prestataire, vous connaissez sans doute, qui respecte énormément les choses, donc on n'est pas, si ta question c'est Google, non. Il n'y a pas de Google dans l'histoire, il y a Matomo, je fais de la pub, où justement il y a vraiment une préservation des utilisateurs au niveau des données. Ce qui ne nous empêche pas, alors c'est frustrant parce qu'on ne peut pas aller si loin que de savoir, si on sait par exemple en Argentine qu'il y a quelqu'un qui se connecte, or on ne se comprend pas parce que il faut avoir un login, bon bref, on sait un peu tout ça, mais on peut savoir, si tu veux, le temps, on peut savoir voilà, les pages, le rebond, enfin on peut savoir tout ça, mais effectivement, nous ne sommes pas une plateforme, j'ai peut-être oublié de le dire, commerciale. C'est-à-dire on est vraiment, on se sent comme un service public, c'est gratuit pour les utilisateurs, il faut justifier d'une adresse académique, etc. Donc on est dans ce domaine-là. Et puis sur la transition peut-être numérique, qui est quand même le fil conducteur de notre discussion, je pense que ce qui est aussi important à souligner, c'est en quoi cette transition nous oblige à la fois donc, à changer peut-être nos métiers, nos façons de réfléchir, mais je vois aussi nous, comment au sein de l'équipe du BAL, ça nous a permis de modéliser nos projets d'éducation artistique et culturelle différemment, en utilisant justement tout un savoir-faire de design, on va dire, et de conceptualisation des choses. Comment cet outil numérique a permis aussi de créer de la transversalité au sein même de nos projets, puisqu'on a une dizaine de projets, et là l'idée c'est que sur le terrain, et que cet outil numérique permettent justement aussi d'infuser les différents projets. Et j'avoue personnellement que là où en concevant cet outil, j'étais déjà pensé à la phase 2 et 3, en fait il y a eu beaucoup de temps, alors qu'on est une petite équipe assez agile, etc., pour que les uns et les autres s'emparent de cet outil et puissent justement fertiliser l'outil au vu justement de leur projet. Et ça, vraiment, ce temps homme dont on parlait dans la première table ronde, en fait, moi je l'avais sous-estimé. Je pensais qu'avec cet outil, très rapidement, on allait faire de la transversalité. Il a fallu beaucoup d'années. Donc ça, c'est aussi important. Et l'autre chose que je voulais dire, qui ne répond pas à ta question, mais je profite, mais tant pis. C'est de dire qu'aussi, avec le numérique, quand on veut créer des outils, il faut dégager du temps homme. Et ça, c'est des coûts. Et d'autre part, le LUNI qu'on parlait tout à l'heure, et d'autre part, trouver des partenaires, puisque nous, au BAL, on n'a pas une aide, un ministère de tutelle qui financerait toutes nos actions. On se doit, pour chaque projet, de trouver des partenaires financiers publics, voire privés. C'est la difficulté de trouver des partenaires qui vont nous appuyer sur la durée. Et je crois que si Ercilia est assez atypique dans le domaine, c'est qu'on a réussi malgré tout, sur la durée, à trouver des partenaires qui ont financé 3 ans, 4 ans de recherche en nous disant « mais là, vous aviez prévu 1 an, là, qu'est-ce que vous foutez, pourquoi vous êtes en retard ?» et en leur expliquant justement que finalement, on avait prévu de faire ça, mais finalement, on va faire quelque chose de plus grand, donc il faut du temps. De mobiliser aussi les partenaires financiers, c'est toute une question. Donc il faut... Voilà, je pense qu'on a été naïf de ce point de vue-là, mais qui a joué finalement en notre faveur. Parce que si on avait su les difficultés de ce tel outil, je ne suis pas sûre qu'on l'aurait fait de cette sorte-là. Donc, difficulté tant homme de mobiliser des personnes en interne, de trouver les financements et des partenaires qui nous suivent sur la durée. Parce qu'effectivement, je pense que pour être à la hauteur de ce que tu dis, cette rupture épistémologique, il faut du temps et il faut justement construire dans la durée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble extrêmement important. Or,
le temps de la politique, pas du politique, est très court. Donc voilà, donc vaste question. Et en effet, donc il y a deux choses. D'une part, je pense que ça rejoint un peu la question que j'avais posée à Emmanuel, et d'autre part, ce qui a été souligné à plusieurs reprises lors de la première table, la place de l'exploration. Là, on est carrément dedans, c'est-à-dire que tu pars sur un projet prévu pour 1 an, mais les projets lui-même t'amènent à 4 ans. Alors que tu as, justement, c'est ça ton jus, les livrables, les fameux livrables. Voilà. Et donc, tu te retrouves confronté à. On répond à la commande, donc la plateforme s'arrête aujourd'hui, telle qu'elle, ça ne fonctionne pas, mais le ministère va être content parce qu'on a quand même répondu. Ou est-ce qu'on va jusqu'au bout et donc on va se battre contre les moulins des mains. Voilà. Donc, oui, effectivement, vaste question. Donc, ça nous ramène peut-être très clair à la question que je t'avais posée, parce que justement, voilà, comment une institution comme le Centre Pompidou se positionne face à cette temporalité où il faut être réactif, il faut mobiliser des équipes, dégager des budgets. Voilà. Les micros, Claire. Oh, Clément. Nous, en règle générale, notre temporalité se fait en longueur. Avant, on était beaucoup plus réactifs sur nos métiers et au fur et à mesure du temps, on est obligé de programmer beaucoup plus en amont. Sur un projet, par exemple, comme Campus, quand j'ai eu la demande, l'idée maîtresse était... alors, je vais reprendre la notion de transition, mais sur plutôt la médiation. L'idée principale était que des jeunes donnent et transmettent à d'autres jeunes. Donc, qu'un public transmette à leur père. Ça, c'était vraiment l'idée de base. Mais rien que ça, c'était ça reste quelque chose de nouveau quand même et qui demande du temps à mettre en place. Un programme comme Campus, c'est 1 année de travail de programmation. De manière à ce que tout le monde puisse se saisir du sujet et puis savoir comment le retransmettre aussi à ses pairs. Donc, on est autant, je dirais, avant on était plus réactif, il y avait une demande, on pouvait très vite s'adapter, on travaillait au sein même du musée, on pouvait faire quelque chose en quelques mois, autant pour des programmes qui vont se déplier comme ça toute une année, qui vont toucher différentes cibles publiques où on va être plus dans un travail sur l'horizontal et non sur quelque chose de vertical, ça nous demande beaucoup plus de temps. Et puis parce que effectivement on fait appel à une collaboration extérieure, qu'il s'agisse d'universitaires, d'artistes, mais c'est pareil, même si nous, moi ma structure dépend d'un ministère, les financements, il faut aller les chercher aussi. Donc, il y a tout un travail à faire aussi de ce côté-là, où, bon, voilà. Donc, on connaît la temporalité d'un programme comme Campus, 1 année de travail en amont. On connaît comment le déplier, 1 année aussi. Donc, c'est, voilà. On n'est pas si réactif pour quelque chose qui, pourtant, amène le public à se rencontrer davantage. Merci Claire. Emmanuel, en 2 minutes, comme ça on peut ouvrir un peu les débats avec les... 1 minute. Ou 1 minute, ouais. Alors, c'est quoi la question? la question c'est, souvent, ici, nous à La Rochelle, on essaye de développer notre propre programme en recherche-création. J'ai moi-même un doctorant qui est dans la salle en ce moment, qui porte son projet en recherche-création, donc il va passer autant de temps à faire de la théorie. Donc là, il travaille sur les archives et notamment sur la question quelle forme va prendre l'archive du futur. Quand on sera vraiment dans des espaces immersifs, on est parti de l'archive papier dans une cave humide, on est passé par Google et on arrive à des espaces immersifs. Donc c'est autant une question théorique de l'archive, il travaille sur un fonds en particulier, c'est les fonds d'un naturaliste Rochelet, mais aussi il va développer son propre écosystème, son propre dispositif, pour l'appeler ainsi, dans une approche artistique. Donc les procédés, c'est est-ce que tu es capable de faire tout ça? Est-ce que tu peux avoir des connaissances en histoire, en archives, dans un fonds, et faire en même temps de la créa,
La réponse est oui, mais il est où le doctorant s'il est dans la salle? Enfin, voilà. Ouais, voilà. Alors, bon courage déjà. Non, mais pour répondre de manière rapide, le plus simple possible. Pardon, je vais caricaturer. Dans nos dispositifs sacres, en fait, la pratique, elle est vraiment au centre, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de travail théorique. Donc, et dans un autre dispositif doctoral plus classique, mais tout aussi honorable, c'est pas une question de poser les modèles, où effectivement on est sur une thèse plus théorique. Donc le curseur, mais en fonction du déplacement de ce curseur, ça veut dire de toute façon qu'il y a un travail, c'est pour ça que je souhaite bon courage, énorme en tant que doctorant sur un sujet. Donc ça c'est le premier point de toute façon. Après, un élément très important du point de vue des arts déco et du dispositif sacre, sciences, art, création, recherche, c'est qu'en fait on ne transforme pas nos artistes et nos designers en sociologues, en physiciens, en biologistes, etc. Donc effectivement il faut qu'ils aient une capacité d'absorption de connaissances exogènes, mais ils ne vont pas être jugés sur, évidemment sur la pertinence de ces connaissances, mais leur travail de recherche ne va pas s'adresser en fait à ces champs-là. Donc il reste des artistes, il reste des designers. Et Jeanne Vissarial, que j'évoquais tout à l'heure, elle est designer. Donc moi, si j'ai un message aussi à faire passer à la communauté au sens large du terme, c'est que quand vous voyez docteur, ce sont des gens compétents. Et ce qui est important, en fait, en l'occurrence, ça reste des artistes ou des designers en recherche-création. Donc ce sont avant tout des personnes comme ça, mais avec des compétences peut-être nouvelles et qui répondent claires, tout ce dont on évoquait tout à l'heure, l'agilité, etc. Il faut des nouvelles formes de compétences, et notamment, ils ont une compétence peut-être un peu supplémentaire aux autres artistes qui ne seraient pas docteurs, c'est-à-dire, en fait, ils ont travaillé un sujet pendant 3 ans, et dont ils deviennent experts. Mais comme je le disais tout à l'heure, ils deviennent experts aussi. Et j'ai passé 2 minutes, j'arrête tout de suite. Ils deviennent experts de la complexité pour faire vite, en fait, et travailler avec différents types de gens. Je ne sais pas si je réponds vraiment. Oui, ça répond très bien. Je te remercie. On va se donner peut-être 5 minutes pour des questions, puisqu'on a déjà dépassé un peu les temps. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, des réactions. Si, moi j'ai une réaction. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, alors je ne connais pas son prénom, Claire, c'est la question de la récurrence des financements publics, c'est-à-dire que vous nous expliquez, et puis c'est une réalité, qu'à partir du moment où on veut faire des choses concernant l'éducation artistique et culturelle, l'élargissement des publics, etc., il faut aller chercher les financements. Alors qu'on est une institution qui a beaucoup de financement. Donc est-ce que la question, ça ne serait pas de se poser la question de pourquoi pas remettre tout ça dans le socle? Pourquoi aller chercher, pourquoi faut-il toujours des financements supplémentaires pour faire l'essentiel? Pour la simple et bonne raison, c'est que nous, on a des missions, et puis moi, mon établissement fonctionne d'une manière spécifique. Le ministère nous donne un budget, ce budget sert à payer les salaires. Après, pour le reste, c'est à nous d'aller chercher. C'est-à-dire que même les grandes expositions que vous voyez, on a une certaine dotation qui vient du ministère. On fait des recettes aussi avec nos billets, mais après, nous, il faut qu'on aille aussi, pour que les projets puissent vivre, on a besoin d'aller chercher des mécènes, des sponsors, des gens qui croient également en ce type de projet. Merci Claire. Je peux répondre de manière aussi rapide, Claire, pour compléter ta question, parce qu'effectivement tu évoques les aspects de financement en termes de sponsoring et de mécénat, donc qui viennent en fait renforcer les budgets qui auraient pu peut-être être là, mais c'est un sujet de discussion. Mais il y a aussi, quand on va chercher des partenariats, on va chercher des budgets, et donc on va chercher des partenaires avec des compétences. Et donc du coup, c'est pas simplement la logique de financement complémentaire, on en a besoin, mais c'est aller chercher aussi des partenaires avec des compétences, que ce soit des entreprises, que ce soit des organismes publics. Et donc, je vais donner un exemple, on a développé sur les questions de données, peut-être en lien avec les archives, je pourrais vous en parler tout à l'heure, un système de réalité virtuelle, avec une entreprise de type IBM, par exemple, c'était pas Orange. Et pour le coup, en fait, on a eu un peu d'argent de la part d'IBM, mais on a eu surtout en fait des compétences spécifiques qui viennent en fait, qui sont extérieures en fait à notre laboratoire.
Et donc du coup, rechercher de l'argent aussi, ça peut avoir un effet bénéfique dans cette optique-là. En complément en fait, hein, c'est pas opposé bien sûr au mécénat ou au sponsor. Oui, on a pu tester les dispositifs d'archives lors du Pixi il y a 2-3 ans, si je ne me trompe pas. C'est les 4e axes. Il y avait l'image tout en bas. Je l'avais expérimenté moi-même avec les partenaires avec IBM. Effectivement, ça rejoint un peu la deuxième partie de la question que je t'ai posée. On ne peut pas avoir toutes les compétences et donc ça mène aussi au collectif. Et un des phénomènes qu'on constate aujourd'hui dans la création contemporaine, c'est un peu l'effacement de l'artiste en tant que génie de la Renaissance pour mettre au profit les collectifs. Donc voilà, cet effacement parce que il y a des compétences diverses et donc ça rejoint un peu. Ouais, voilà, j'avais pas répondu, donc merci. Je te laisse si tu veux compléter. Ouais, non, mais ça c'est certain. Alors il y a une question qui est intéressante aussi en France de plus en plus, enfin en France ailleurs aussi. Mais est-ce qu'on peut passer une thèse, un doctorat à 2 ? Et en l'occurrence, dans nos dispositifs, on a eu 2 artistes qui ont travaillé sur une même thèse. Et en fait, institutionnellement, on ne peut pas. Précisément parce qu'en fait, la question de l'auteur classique que tu évoquais, qui marche du côté de l'art mais aussi des sciences, c'est qu'en fait, il y a une personne qui propose quelque chose et elle est jugée là-dessus. Et donc, évidemment, y compris avec un astrophysicien qui s'appelle Roger Mélina, qui dirige une revue Art et Sciences au MIT Press, lui, il est très intéressé par ça en disant est-ce qu'on pourrait imaginer donner un doctorat, alors, je suis un peu obsédé par le doctorat, il n'y a pas que ça, un doctorat en fait à un collectif, en l'occurrence. Mais pour l'instant, c'est... On a fait la même expérimentation ici, donc 2 Tessards ont travaillé exactement sur la même thématique, ils ont travaillé ensemble avec les mêmes directeurs. La seule chose, c'est qu'au moment de la soutenance, ils l'ont présenté 2 fois. Parce qu'effectivement, l'institution ne les permettait pas. Mais en interne, on savait tous qu'ils savaient travailler ensemble et avec une super collaboration. C'était justement pour développer les bulles DVD de manière numérique. Avec un jury distinct ou pas? Avec 2 jurys ou un jury identique? Non, 2 jurys, je pense qu'il y avait quelques changements justement pour pouvoir jouer les jeux jusqu'au bout, tromper les institutions jusqu'au bout. C'est hyper intéressant parce que ça se trouve, la restitution n'était pas tout à fait la même. N'était pas tout à fait la même parce que l'approche, c'était une approche complémentaire en fait. Mais ils sont travaillés tout le temps ensemble, donc ce qu'ils sont présentés chacun, c'était 2 tests différents. Mais la part de l'un et de l'autre, c'était pas aussi évidente que ça en fait. D'ailleurs, ça rejoint les sciences qu'on évoquait. Il n'y a pas il n'y a pas forcément une opposition entre les sciences rationnelles et puis la subjectivité artistique sur les questions de la recherche. Les sciences expérimentales, depuis longtemps, en fait, c'est des travaux collectifs. Hein. Et chaque doctorant ou chaque chercheur a une brique et doit se situer par rapport à un collectif. Et quand on monte en fait des dispositifs de recherche en art et en design, eh bien, nos chercheurs, qu'ils soient doctorants ou pas, peu importe, doivent se positionner comme un chercheur dans un collectif. Avec la question, qu'est-ce que je transmets à ce collectif? Et la question supplémentaire, qu'est-ce que je peux transmettre à des publics plus larges? Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est hyper intéressant qu'on ait des liens et que le doctorat, c'est ça que je veux faire passer comme message, n'est pas strictement lié à l'université. C'est quelque chose de très ouvert. Enfin, vous pouvez en accueillir dans vos structures. Oui, mais je pense que cette question aussi de collaboration où chacun a le même niveau d'engagement mais avec des points de vue différents, c'est ce que aussi permet les pratiques du numérique. Et nous, justement, on est en train justement de travailler au-delà d'Ercilia où autant le prof que l'élève, le sujet pensant, ont les mêmes droits, c'est de créer justement des parcours collaboratifs avec le statut, non pas prof-élève, mais le statut administrateur, le statut contributeur, le statut lecteur, etc. Et sur la question justement du contenu de ce qu'on peut proposer, ce que le numérique peut proposer, je pense qu'il faut aussi faire un pas de côté par rapport au fait de se dire qu'il faut s'adresser toujours à l'autre. On peut aussi faire ensemble, avec chacun des places, des statuts différents mais complémentaires. Et ça peut être un des axes justement de l'évolution peut-être de nos lieux ou de ce que l'on propose. C'est une des vertus du numérique en fait, et c'est pour ça que beaucoup d'institutions, et mon école en particulier, moi je ne suis pas là en disant que l'école des Arts Déco est parfaite, surtout loin de là, en fait les pratiques du numérique, y compris d'un point de vue pédagogique en termes d'outils, bousculent beaucoup, et il y a beaucoup de résistance. Et ce qui est assez drôle, c'est que la résistance négative, la résistance à l'outil, c'est aussi en général s'affiche à une résistance contre Google ou contre Orange, etc. Alors que les modalités en fait du numérique permettent effectivement ce que tu dis et questionnent les institutions parfois un peu rigides. Ça rejoint ce que tu disais aussi sur les retours que vous avez. Oui, et puis la question du savoir verticalisé, qui est vraiment quelque chose d'assez... Je n'osais pas le dire, mais c'est impossible. Voilà. On va essayer de respecter les temps, donc avec uniquement 19 minutes de retard. En remerciant encore une fois
les publics et les intervenants pour cette belle matinée. Merci beaucoup de votre attention.